Je vous convie à un grand voyage gastronomique à travers nos lacs et nos rivières, nos plaines et nos montagnes, nos champs et nos forêts. C'est un rendez-vous avec notre terroir. Suivez-moi, on part à la découverte de la zone boréale. Dès les années 50, l'agriculture devient une industrie dans de nombreux pays. Depuis, les produits sont davantage destinés à produire un salaire qu'à nourrir l'agriculteur et sa famille. Pour parvenir à rentabiliser une entreprise agricole, la mécanisation a été nécessaire. Malte Wyatt, depuis 70 ans, on est vraiment spécialisé dans la machinerie pour les agriculteurs. La machinerie agricole, exactement. Est-ce qu'on est capable de dire que la majorité des entreprises agricoles au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont maintenant mécanisées? Oh, oui, l'agriculture sans mécanisation, aujourd'hui, je pense pas que ça peut exister. Il faut que ça soit de plus en plus productif. Les fermes sont de plus en plus grandes, de moins en moins de main-d'œuvre. C'est que la mécanisation est incontournable. Est-ce que c'est des choses qui doivent changer souvent? Bien, quand ils ont la mécanisation, ça dure plusieurs années. Ça dure plusieurs années, mais il faut quand même se mettre à jour parce que la technologie évolue tout le temps. Le changement d'orientation des entreprises, plus le changement de superficie. Puis les nouvelles technologies, souvent, donnent de la productivité aux fermes. C'est que, oui, c'est bon longtemps, mais que ça soit renouvelé quand même. OK. Donnez-moi des exemples de technologies ou sinon de mécanisation ou de ce que vous avez vu évoluer depuis votre arrivée. Moi, quand j'ai commencé dans la machine agricole en 1992, c'était le début des presses à balles rondes, de foin enrobé, puis tout. La question du producteur, c'est de faire une balle avec du foin humide, c'était le critère minimum. Aujourd'hui, la presse, il faut qu'elle attache avec le filet, il faut qu'elle coupe son foin, il faut que les balles soient plus denses, il faut qu'elles soient plus productives. C'est que tout ça a changé énormément. Là. Je te dirais que ça a évolué beaucoup. Tu as la gestion des pesticides aussi avec les pulvérisateurs aujourd'hui. À ce temps, c'est pratiquement tout géré par GPS, avec la dose qu'ils mettent. Puis la localisation, tout est fait par GPS. Que sur les producteurs de grande culture, c'est quasiment un incontournable. Tu es plus productif. Puis après ça, côté environnemental, t'en mets pas trop pour rien. La job, la précision puis la qualité de l'ouvrage fait, c'est de plus en plus important dans l'évolution. Est-ce que les producteurs ont un bon niveau de connaissance ou vous avez une certaine éducation à faire? Bien, aujourd'hui, je vous dirais, avec l'Internet et tout, les producteurs sont de plus en plus informés. Mais il n'y a rien qui s'opère seul. C'est que ça prend toujours... L'Internet va tout te dire, mais maintenant, quand c'est le temps de l'appliquer, ça prend un technicien sur place qui est capable de faire la mise en marche, les ajustements. Puis le monde a de moins en moins de temps. Est-ce que c'est un service que vous offrez aussi, le service d'accompagnement aux agriculteurs? Oui. Parce que c'est tout vendu. On ne vend pas ça dans une petite boîte. C'est vendu, avec installé, un bon mis en service. marche, puis support technique après. Bien, on a les tracteurs. Ça prend un tracteur. Ça prend généralement des tracteurs. Des tracteurs, OK. C'est ça. Aujourd'hui, à certaines grosseurs, s'ils ne sont pas munis du GPS, bien, on dirait que c'est plus un tracteur. Avant ça, tu avais un écran spécial pour ça. À cette heure, ça devient de plus en plus intégré dans la cabine du tracteur de base, l'écran. C'est le même écran qui fait tout. Là. Ça prend un semoir. Ça, c'en est un semoir. Ça, c'en est un semoir. OK. Bien, les semoirs, il y a eu beaucoup d'évolution aussi parce qu'il y a de moins en moins de travail de sol. C'est que ça prend des semoirs plus performants. C'est qu'aujourd'hui, il y en a même qui sont au semi-direct, c'est sans travail. Ils ne labourent pas, ils ne hersent pas, ils font juste semer. Quand on a semé, après ça, on va contrôler les mauvaises herbes. C'est que ça prend un pulvérisateur. Oui. Ah, c'est ça? Exactement.
Ça s'ouvre, là? Oui, ça s'ouvre. Ça a 90 pieds. Ça contrôle les pesticides. C'est que, surtout herbicides, un peu de fongicides à cette heure. Plus, dans certaines cultures, il va y avoir les insecticides. Oui. C'est ça qui a pris le plus d'ampleur au départ avec les GPS. C'est qu'on a un petit contrôle sur la machine. Puis ça, la rampe est comme en 7 sections de pulvérisation. Sauf que le GPS, lui, il va fermer les sections à mesure automatiquement. Qu'est-ce que l'opérateur, théoriquement, il est capable de faire, mais pratiquement impossible. C'est quand tu arrives en bout de champ, eux, ils vont faire une carte de ceux qui sont infestés de certaines mauvaises herbes. Puis ça, ils font une prescription, ils mettent ça dans le GPS. Puis quand ils passent dans le champ, le pulvérisateur va appliquer l'herbicide seulement aux endroits qu'il y a besoin. Wow. Puis après ça, si tu as des courtes doses à faire la même, tu vas les délimiter. C'est quand même que l'opérateur passera trop près à faire la même, le pulvérisateur va couper. Puis elle ne pulvérisera pas au-dessus des courtes d'eau ou des places limitées ou près des sources d'eau. OK. C'est ça. Puis est-ce qu'ils mettent un mélange dedans de tout ce dont ils ont besoin ou il faut faire plusieurs? Ils font le mélange. Ils peuvent OK. appliquer plusieurs produits en même temps, mais ils vont faire leur recette. La recette dans la cuve. Même, il y a des machines qu'ils vont avoir dans la tank, il va y avoir juste de l'eau. Puis après ça, il va y avoir un injecteur qui va injecter le produit nécessaire juste au besoin quand c'est le temps. Ça, c'est pour l'agriculture conventionnelle. Ouais. Bio, bien, on n'applique pas de produit. Oui, c'est ça. Après ça, quand on a contrôlé nos réserves, il faut mettre de l'engrais. Si on veut avoir une bonne récolte, il faut donner des vitamines. C'est avec l'épandeur engrais qu'on fait ça. Puis encore là, aujourd'hui, c'est géré par le GPS du tracteur. Fait qu'on met la dose, puis lui ici, il veut pas doubler la dose, croiser, et il veut en mettre juste la bonne chose. C'est que c'est des épandeurs, puis tu veux faire le moins de passage possible. C'est que ça étant plus large et plus précis. Tout ça pour optimiser les récoltes au bout de la ligne. Bien, l'engrais, elle coûte cher. C'est que tu veux qu'elle soit bien épandue à la bonne place. C'est que tu veux avoir le meilleur rendement sur ton produit. C'est que c'est ça. Puis là, on est-tu prêt à récolter, là? Là, on est prêt à récolter. Et on va passer par à la côté. OK. Là, on est prêt à récolter. Oui. Le grain est mûr. C'est que si on veut séparer le grain de la paille et tout, bien, la machine, elle coupe. Elle sépare le grain de la paille, tout nettoyé, prêt à être livré à la meunerie. Ça, c'est une grosse machine comme ça qui fait ça? Oui. On a le moins de main-d'œuvre disponible. C'est qu'il faut que ce soit de plus en plus efficace. On a eu des producteurs qui sont venus avec 2 machines plus petites, mais c'est dur d'avoir 2 équipes à 100 dans le temps. C'est que là, on est mieux changer 2 pour 1 puis plus performant. Le GPS, la boule, là, c'est ça. Fait que ça prend... On commence avec ça. C'est ça qui guide le tracteur qui prend le signal GPS. Ça, il existe comme 3... Dépendamment de la culture qu'ils font, tu n'as pas toujours besoin du même degré de précision. L'ordinateur, c'est ça. C'est que c'est là-dedans que tu as tous les contrôles du tracteur et en plus, tu vas avoir son écran pour le GPS. C'est que tu vois la machine dans le champ, puis tu vas voir les passages où on a passé, ça va être peinturé, puis qu'est-ce qu'il reste à faire. Toutes les données du tracteur, les RPM, la température, la vitesse de déplacement, ils vont mettre leur point de départ, puis le tracteur il va enregistrer le champ, puis tu vas voir le champ à la fin. OK. Puis ils sont capables d'enregistrer toutes les données dans un logiciel pour faire la gestion de leur coût, le nombre d'heures que ça a pris, puis toutes les affaires. Puis ils sont capables à mesure de mettre, mettons, aujourd'hui j'ai appliqué tel produit, il faisait soleil, il faisait telle température. Certaines productions, ils sont obligés d'avoir la traçabilité. C'est qu'ils vont tous le demander, c'est puis quand j'ai appliqué tel produit. Tu sais, ça se fait au calepin en papier, là. Mais lui, il l'enregistre, puis il sert là, puis après ça, tu es capable d'avoir un historique plusieurs années. L'électronique te permet d'avoir récolter des données, puis d'analyser tes données pour prendre une meilleure décision financière.
Aujourd'hui, il y a la télémétrie d'un tracteur, c'est qu'on est capable de se brancher à distance dans le tracteur. Tu sais, le piton à côté de l'autre piton, puis en haut du piton, puis en dessous du piton. Là, tu sais, de temps en temps, tu viens mêler. C'est que là, quand tu as accès avec Internet sur l'écran du tracteur, bien, ça nous donne des grandes chances. Puis est-ce que l'ordinateur, il est dans le tracteur ou il faut, mettons, ils ont leur tablette qui vont brancher dans le tracteur? Non, on appelle ça chez John Deere JD-Link. C'est la télémétrie. C'est qu'on se connecte cellulaire avec l'ordinateur et dans le tracteur. Même quand on est une petite ferme maraîchère, on a besoin d'innover pour évoluer et surmonter les diverses problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Au Jardin de la Montagne, on a mis en place la plasticulture pour augmenter les rendements. Le gros avantage qu'on a eu, nous, en prenant la terre ici, c'est que c'est la terre du père à Anne. Donc, c'est toute sa famille qui était ici. On connaît l'historique de la terre du dernier siècle. Donc, c'est vraiment un truc qui nous a aidés parce qu'au niveau de la certification, on a eu une pré-certification d'une année et tout de suite, on a pu être certifié parce qu'on avait l'historique de 100 ans. Là. Il n'y avait jamais eu d'utilisation de produits chimiques sur la terre. Fait que ça a aidé beaucoup à l'époque là, pour, dès le début, commencer en régie bio. Le projet initial, au début, c'est drôle, je remonte 20 ans derrière, c'était de desservir les restaurants de fine cuisine de la région. OK. Et on s'est rendu compte au cours des premières années qu'on était un peu trop tôt. À l'avance sur son temps. Exactement, en avance sur son temps parce que c'était difficile à ce moment-là. Les restaurateurs étaient habitués de chercher un prix plus qu'une qualité au niveau bio, entre autres. C'était quelque chose qui n'était pas encore existant. Fait qu'il y avait, à part 2-3 restaurateurs de la région qui croyaient mordicus, c'était très difficile. Puis au début, on faisait des fleurs aussi. On a essayé vraiment toutes sortes de trucs. Mais c'est vraiment avec les paniers bio que la sécurité financière de l'entreprise a pu être mise sur les rails là, après les premières années plus difficiles. Et puis, depuis ce temps-là, ben, on est en croissance continue. On se doit d'avoir une multitude de variétés. Les paniers, c'est la même chose. Donc, on fait une agriculture qui, dans le fond, pour chacun des légumes, c'est de très petites surfaces. On ne peut pas avoir, par exemple, la récolteuse de chacun des légumes, comme dans les conventionnels qui vont faire une grande production de un légume. Donc, c'est un travail plus artisanal où on soigne là, chacun des légumes vraiment aux petits oignons, c'est le cas de le dire. Oui, OK. Dans la régie bio, il y a toute la question du cahier de charge, mais il y a aussi toute la méthode de travail où on fait, par exemple, nos rotations, où on conserve des distances, par exemple. C'est un élément important. Souvent, en production, on va concentrer nos légumes en les plaçant le plus près possible les uns des autres dans le rang pour augmenter notre rendement à l'hectare. C'est comme ça qu'on calcule ça. En régie bio, on va travailler à l'inverse. On va placer, par exemple, nos brocolis, nous, on les place à 16 pouces de distance l'un de l'autre. L'idée, c'est que le feuillage, quand ils sont à maturité, ne se touche pas, de façon à ce que l'humidité du matin est rapidement chassée pour pas qu'il y ait des maladies fongiques qui s'installent. Fait que plutôt que de traiter des maladies fongiques, on met en place une régie pour ne pas avoir la maladie. La nouveauté qu'on fait cette année, c'est qu'on a commencé à travailler avec des paillis de plastique. Ça nous permet d'avoir une augmentation des rendements, de travailler plus rapidement. L'irrigation, au lieu de la faire par aspersion, comme on fait par exemple dans le champ qui est derrière moi, on va travailler en goutte à goutte sous le paillis. Donc à ce moment-là, la plante reçoit toujours l'irrigation qu'il faut. Le paillis garde le sol plus chaud aussi et plus humide. Ça favorise une vie microbienne là, qui est beaucoup mieux développée.
Ça fait que, en régie bio, on commence à voir des gens qui travaillent en plasticulture, mais c'est plus nouveau. C'est plus en production conventionnelle où on a développé cette méthode-là, où ils utilisent des engrais qui sont solubles. Nous, on ne travaille pas de cette façon-là, donc il faut comme se réapproprier la technique. Donc, il y a toujours un peu de recherche là, qui doit être faite pour améliorer le système. Ça, on fait ça dans les champs ici? Dans une autre parcelle. On est-tu capable de se rendre à pied? Bien sûr. On peut-tu aller voir ça? Ici, en fait, l'arrosage, dans le coin, là-bas, là, il y a un autre ruisseau. Puis là, on a une pompe, c'est comme une pompe à feu. Là. Oui. Pompe Honda, là. Oui. Puis là, on a un réseau d'irrigation goutte à goutte. Fait qu'en dessous du plastique, là, regarde, on a un tube qui est perforé à des distances régulières. Fait que quand on décolle la pompe, ça arrose sous le plastique. Et puis, le plastique fait que l'humidité, elle ne s'évapore pas. Si tu mets ton doigt dans le sol, tu te rends tout de suite compte que le sol est vraiment plus chaud qu'à l'extérieur. Ah, ça fait comme une serre. Puis, ça favorise le développement de tout ce qui est micro-organismes de façon beaucoup plus accélérée. On n'a plus de désherbage. Mais l'an passé, on a fait des petits tests et on se rendait compte, par exemple, que 2 laitues parties en même temps, une plantée en plein champ, l'autre en paillis, est récoltée presque 2 semaines avant. Moi, ici, je suis seul maraîcher dans le Bas-Saguenay, là, qu'on peut dire. J'ai pas de voisin sur lequel je peux compter et dire « Ah, lui, il a commencé à RC, donc ça doit être le temps. » Comme mes voisins, par exemple, qui sont dans le lait, ils sont plusieurs à se voir, puis ils échangent. Ils échangent entre eux. Moi, pour échanger, je peux échanger autant avec un ami qui est à Trois-Rivières qu'un autre qui est à Saint-Félicien ou un autre qui est à Frédéricksburg. C'est par Internet. Et puis, il y a un paquet d'informations, il y a un paquet de réseaux d'informations qui existent via Internet où on échange sur les connaissances. Puis l'avancée des connaissances dans le bio, au cours des 20 dernières années, c'est fait beaucoup de cette façon-là. C'est que les essais qui ont été faits chez un, chez l'autre, ont été transmis de façon volontaire, tandis que dans le conventionnel, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, puis il y a beaucoup d'agronomes qui sont aussi des vendeurs, on connaît l'histoire, qui transmettent beaucoup d'informations, mais dans le bio, c'est beaucoup les producteurs qui ont essayé des choses puis qui l'ont échangé. Fait que l'hiver, on a souvent des séminaires, on a des colloques où on échange l'information, et puis c'est là qu'on prend des bonnes idées, là, un bon coup qui a été fait quelque part, on tente de le répéter par la suite, là. Est-ce que la technologie aide vraiment l'agriculture aujourd'hui? Je dirais que la technologie est partie intrinsèque là, des opérations de la ferme dans tous les aspects. De un, tout ce qui est informatique puis Internet. On a, chez nous, on disait 94 % de nos ventes qui sont en ligne. Les réseaux sociaux, le Facebook, c'est la façon qu'on a de rentrer en contact avec les gens. On envoie des infolettes à toutes les semaines à nos clients. C'est vraiment quelque chose là, qui est omniprésent. Encore cette année, on a acheté 2 nouvelles machineries pour la plasticulture. Donc, il faut être à jour là-dedans puis se renouveler continuellement. Même s'il y a des trucs avec lesquels on fait affaire avec des machineries d'une autre époque, ou pour le travail des sols, souvent, on va acheter dans le seconde main. Les gens qui font les céréales, ils sont tellement rendus avec des immensités de tracteurs et d'équipements que les trucs qu'ils utilisaient avant nous conviennent très bien, comme un chamois, par exemple, pour des engrais verts. Pour nous, qui est 10 pieds ou 11 pieds ou 12 pieds, on s'en fout, là. Ça n'a pas d'importance. On fait tellement de petites surfaces que passer 3 fois ou 4 fois, Afin de stimuler l'innovation, Agrinova, centre collégial de transfert de technologie, accompagne les entreprises agricoles et les collectivités en promouvant des solutions novatrices par le transfert de connaissances, l'aide technique et la recherche appliquée. J'ai donné rendez-vous à Stéphanie Claveau pour en parler.
Explique-moi, qu'est-ce qu'on fait chez Agrinova? Chez Agrinova, en fait, on est un centre collégial de transfert de technologie, donc on est lié au Collège d'Alma. Donc, c'est certain qu'il y a une vocation d'éducation et tout ça. Donc, une de nos premières missions, c'est de faire connaître la recherche aux étudiants du collège. Mais en fait, une de nos forces, c'est notre contact avec les entreprises. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est, par exemple, on fait de la recherche dans les universités ou dans un centre de recherche comme Agriculture Agroalimentaire Canada. C'est de la recherche en milieu contrôlé, c'est-à-dire dans une ferme expérimentale. Alors que chez Agrinova, ce qu'on va faire, c'est de la recherche directement dans les entreprises. Donc, dans le fond, moi, je peux travailler avec une ferme laitière de la région qui veut expérimenter quelque chose, ou moi, je vais chercher des entreprises pour participer à un projet que je leur propose, par exemple. Qu'est-ce qui guide les projets que vous allez faire? Est-ce que c'est les besoins? C'est les besoins, que ce soit... Des fois, les besoins vont partir des producteurs comme tels qui vont venir nous voir, qui vont dire j'aimerais ça expérimenter telle chose. Donc là, on va les accompagner, on va trouver du financement pour les accompagner là-dedans, puis on va les accompagner de A à Z. Dans le fond, on va aller réaliser le projet avec eux, puis leur permettre d'avoir un projet vraiment bien monté, qui suit une démarche scientifique, puis qu'à la fin, on peut tirer des résultats de tout ça. Puis à l'inverse, parfois, nous, on va aller dans des endroits, dans des colloques ou dans des réunions scientifiques. On va trouver des idées de projets qui pourraient, par exemple, qui ont été développés à l'université ou en centre de recherche, puis qui pourraient être appliqués, qui seraient intéressants d'appliquer, dans le fond, à la ferme, dans les fermes commerciales pour vraiment faire évoluer les entreprises laitières et tout ça. Bien, moi, je parle beaucoup d'entreprises laitières, mais c'est pas juste les entreprises laitières, bien sûr. J'ai des collègues qui travaillent dans le végétal, dans les petits fruits, dans toutes sortes de domaines. Mais dans le fond, c'est ça. Donc, on va accompagner les entreprises, puis on va transférer un peu la recherche qui a été développée dans les universités et dans les centres de recherche. Pourquoi qu'on fait de la recherche? On est-tu capable de résumer ça? Bien, l'agriculture, c'est un domaine qui est en constante évolution. Depuis toujours, il y a eu des évolutions, puis je pense que c'est bien comme ça, en fait, parce que c'est un milieu qui est tellement... que là, c'est rendu les technologies, c'est fou, toutes les technologies qu'il y a en agriculture et tout ça. Donc, il y a un certain niveau d'adaptation. Les producteurs doivent constamment s'adapter. Puis, il y a des producteurs qui sont à l'avant-garde, puis qu'eux, ils veulent expérimenter les choses des premiers. Fait que c'est sûr que nous, dans le fond, notre rôle, c'est un petit peu de les accompagner là-dedans, puis de leur permettre, justement, d'aller chercher de l'expertise. Même nous autres, on va collaborer avec les gens des universités, tout ça aussi. Donc, ça leur permet d'aller... Des fois, le milieu universitaire et le milieu commercial sont un petit peu éloignés. Donc, nous, on est comme un lien entre les deux pour aider les producteurs à évoluer dans tout ça. Mais c'est sûr que l'agriculture, c'est un domaine qui est en changement constant et qui évolue à une très grande vitesse. Depuis que toi, tu es rentré chez Agrinova ou depuis que tu es en contact avec l'agriculture, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues évoluer puis que tu vois qu'il y a des choses qui ont vraiment changé, soit dans une ferme ou soit dans des méthodes de culture? Bien oui, en fait, moi, depuis que je suis rentrée, par exemple, les robots de traite dans les fermes laitières ont pris une place énorme dans les 10-15 dernières années. Là. Donc, ça, c'est une technologie qui arrive dans les étapes puis qui fournit une quantité de données incroyables aux producteurs. Dans le fond, ils se ramassent avec toutes ces données-là. Il faut qu'ils sachent les interpréter et tout ça. Ça change complètement le mode de travail, en fait. Ils n'ont plus des heures de traite définies, où est-ce qu'ils vont aller le matin puis le soir à la traite des animaux. Ça change complètement le travail. Donc là, il n'y a plus d'heures de traite, mais le travail est transposé ailleurs. Puis c'est pour le suivi des animaux aussi. Quand tu traites ton animal, tu es en contact avec lui et tout ça, alors que là, avec des robots, tu es moins en contact. Il faut que tu ailles les observer plus. Donc, ça change vraiment la donne. Au Québec, on avait beaucoup de stabulation entravée, donc des fermes avec des vaches attachées. On va beaucoup vers la stabulation libre maintenant, ce qui est bien. Puis, mais c'est vraiment une nouvelle adaptation encore. Là. Donc, ces dernières années, c'est vraiment fou, là, les changements que la production laitière en particulier a connus. J'ai déjà entendu aussi parler des veaux qui sont traités de façon différente puis qui ont même des fois des planchers chauffants puis des choses comme ça. C'est pas des choses non plus qu'on puis par exemple, l'alimentation aussi, souvent, ils vont être alimentés avec une louve, donc qui est comme un système automatisé aussi, un peu comme les robots de traite. Ça aussi, c'est assez nouveau, puis on le voit de plus en plus dans les étapes. Qu'est-ce que tu m'as amené? J'ai amené un bolus. Un bolus? Oui, c'est un lecteur de pH ruminal. Donc, ça va à l'intérieur du rumen de l'animal. OK. Puis ça nous dit
comment va son rumen, finalement. Ça nous dit la température de l'animal, la température interne. Ça nous dit son pH dans son rumen. OK. Puis ça nous dit son activité, son niveau d'activité. Là, ils mettent ça à l'intérieur de l'animal. Oui. Il y en a 10 ici à la ferme juste. C'est vrai? Oui. C'est-tu vraiment autour de ça qui est constitué ton projet? Oui. C'est gros de même. Oui. Lui, La vache, là, là. il a jamais sa Non, lui, il n'a pas été dans un rumen de vache. C'est assez lourd parce qu'il faut que ça se dépose dans le fond du rumen. OK. Il ne faut pas que l'animal le recrache. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est de trouver un moyen de détecter l'acidose sans avoir à mettre ça constamment dans les fermes laitières. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait des analyses de leur lait. Puis on essaie de faire des parallèles entre le pH qu'on lie avec le bolus puis les acides gras dans leur lait. OK. Donc là, ça, c'est une des vaches qui est dans le projet, donc il y a un bolus. Puis là, ben le robot la traite. Le lait va se retrouver dans les petites bouteilles qu'elle a. Eux, après ça, ils vont identifier le numéro de la vache, l'heure à laquelle elle a pris son échantillon. Puis après ça, moi, je vais lier sur les graphiques, dans le fond, qu'on va aller voir. Est-ce que tu es connecté à partir de ton bureau ici? Ah, bien, quand tu fais ça, tu viens le faire ici tout le temps? Je suis connectée à mon bureau. OK. Je l'ai même sur mon sel. Donc là, il y a une antenne, dans le fond, qui est sur le dessus de la cabane. Puis quand les vaches viennent se faire traire, là, les données qu'ils ont dans leur bolus s'en vont dans le récepteur. Puis ça l'envoie dans le ciel. Je ramasse ça au bureau. Ces groupes d'innovation-là, dans le fond, on fait des rencontres dans lesquelles on va leur expliquer où on en est dans nos projets, qu'est-ce qui se passe chez Agrinova et tout ça, qu'est-ce qui se passe en recherche en général. Mais aussi, comme je vous disais tantôt, des fois, moi, je vais avoir un projet comme ce projet-là, par exemple. Puis là, je vais aller demander aux producteurs, est-ce que c'est un projet qui vous intéresse? Est-ce que vous voulez y participer? Puis là, ceux qui ça intéresse, ils vont lever la main et vont dire oui, moi, je veux participer. Ça favorise beaucoup la communication entre eux. On fait des déjeuners, causeries, là, si on veut, où est-ce qu'on discute un peu de ce qui se passe. Sur plus l'hiver. Ouais. L'été, on les laisse un peu, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup avec les champs et tout ça, mais... C'est-tu ce genre de moments-là, comme les déjeuners dont tu parles, où tu vas être capable d'aller cibler des problématiques qui peuvent être intéressantes? Absolument. Ouais. C'est là que, comme je te dis, moi, je vais leur proposer des projets, voir leur intérêt, mais aussi, eux, peuvent me dire, ben regarde, moi, j'aurais un projet que je voudrais essayer telle technologie. Fait que là, on va décider d'embarquer ou pas, puis de là va partir des projets. La mécanisation facilite le travail, le rend moins pénible, compense pour le manque de personnel, améliore la productivité et le calendrier des opérations agricoles, permet une meilleure utilisation des ressources, facilite l'accès au marché et contribue à atténuer les aléas climatiques. On ne peut pas être complètement contre la vertu. Gardons seulement en tête ce que le développement durable nous aura appris.